Donc, vous voyez, j'ai fait l'introduction. La passion secrète d'Emmanuel Macron. Bonsoir Pierre Gastineau. Bonsoir. Alors, c'est vrai que votre livre est passionnant, hein. On apprend qu'Emmanuel Macron est fasciné, alors, pas par James Bond, mais par les espions. Vous partez de là dans ce livre. Vous nous expliquez qu'il est fan du Bureau des légendes, hein. D'ailleurs, lors d'un cocktail à l'Élysée, je crois qu'il se retrouve avec le réalisateur, le producteur du Bureau des légendes, et qui repart avec la série qu'il n'avait pas vue. C'est ça? Oui, exactement. Bonsoir. Bonsoir. C'est une vraie passion personnelle, mais qui correspond aussi à ce qu'on dit souvent, nous, c'est à son mode de gouvernance. En fait, c'est quelqu'un qui est arrivé au pouvoir et qui travaille en commando avec des petites équipes qui aiment bien ça lui était beaucoup reproché, la disruption et autres. Donc, le monde des espions, de piloter en bride courte, voilà, des opérations secrètes, est un truc qui le botte beaucoup. Fascine. Ouais. Et vous parlez de ce bulletin, hein, qui arrive sur son bureau tous les jours, d'ailleurs, comme tous les présidents avant lui, quotidiennement, il le lit avec attention. Justement, pas tous les présidents. C'était une matière qui, après le Rainbow Warrior notamment, qui était tenue vraiment un peu à bout de gaffe par l'Élysée en général, par tous les occupants de l'Élysée. Ça veut pas dire que tous les présidents aimaient pas l'espionnage, mais c'était quelque chose où il fallait pas apparaître avec. Il y avait toujours des sas administratifs ou politiques qui faisaient que le président voyait rarement les espions en direct. Et lui, effectivement, est d'une génération pas du tout marquée par toutes ces histoires de barbouzerie, et au contraire va vouloir les faire revenir au château, quoi. C'est-à-dire vraiment les recevoir régulièrement, les accueillir et travailler avec eux de manière la plus proche possible, sans les sas, les fusibles qui avaient été mis en place. C'était les ministres de la Défense, les ministres de l'Intérieur ou autres, le coordinateur national du renseignement. Et là, en fait, au contraire, c'est d'essayer dans son PC Jupiter, donc la salle secrète sous l'Élysée, en réalité, en fonction des sujets, que ce soit la Russie, le Moyen-Orient ou autre, d'avoir en permanence la matière brute, la plus brute possible, pour que lui fasse sa propre analyse. Et ça a été ça, la rupture, ce côté très direct avec justement les hommes de l'espionnage? Oui, nous, j'ai vécu 3 présidents à Intelligence Online, notre journal, et c'est vrai que c'est vraiment la première fois où on nous remonte autant le fait que le président va annoter des notes de renseignement, avec le désir de savoir exactement ce qui s'est passé après sa décision. C'est-à-dire que si quelqu'un lui remonte une note sur voilà ce qui se passe en Syrie, il va non seulement la commenter, mais dire voilà ce qu'il faut faire et tenez-moi au courant. Enfin, il y a vraiment une volonté de bride courte et d'être en fait un maître espion à lui tout seul. Alors vous évoquez plusieurs dossiers, la Russie, le sel, le Moyen-Orient. Vous arrêtez quelques instants d'ailleurs sur la Russie et la stratégie de Brégançon. Je ne sais pas, Raphaël Steinville, puisque vous êtes venu vous aussi avec le livre dans les mains. Vous l'avez lu justement, ça vous a... Moi j'ai trouvé ce livre passionnant, et je dois dire que on y découvre des personnages absolument étonnants à bien des égards. Il en était un, et j'aimerais bien que vous m'en parliez davantage et que nos auditeurs puissent le découvrir. C'est ce fameux Paul Solaire, qui est de toutes les opérations secrètes, de toutes les négociations, et que l'on trouve en Ukraine, en Russie, à Riyad. Quelle est sa place, quel est son rôle, et sa proximité avec Emmanuel Macron? Pourquoi il lui fait confiance encore aujourd'hui? Pierre Gastineau. C'est une très bonne question. C'est effectivement quelqu'un qui incarne cette Macronie secrète un peu. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui était donc un membre des forces spéciales de l'armée, qui avait fait beaucoup déjà d'opérations bien avant de rentrer dans le premier cercle d'Emmanuel Macron. Lui, en gros, a fait une carrière qui l'a amené effectivement déjà en Ukraine en 2014, qui l'a amené en Syrie auprès des Kurdes en 2015-2016, quand il y a la coalition internationale contre Daesh, et qui va rentrer effectivement dans la campagne un peu par le plus grand des hasards en 2016, quand Emmanuel Macron prépare son arrivée à la présidence, et qui au départ est vraiment limité à un dossier qui est le dossier libyen, où pareil, il avait été en Libye, donc il connaissait un peu toutes les parties prenantes au moment où c'était vraiment une guerre civile entre plusieurs factions, mais deux grosses factions entre l'Est et l'Ouest du pays. Et puis en fait, à l'Élysée, petit à petit, il va prendre du galon parce que effectivement, il répond à cette
comment dire, cette appétence du président pour les choses qui vont vite, disruptives, qui dépassent souvent les administrations perçues, notamment le Quai d'Orsay, mais aussi les armées perçues comme lourdes, inefficientes et accessoirement source de beaucoup de fuites. Donc lui, en fait, sait qu'avec ce personnage-là, il l'envoie, Paul Soler prend l'avion, délivre le message au leader en question dans le pays en question et revient à Paris avec la réponse. Et donc vous n'avez pas de WhatsApp, vous n'avez pas une chaîne de 5 diplomates, vous avez quelqu'un qui va très très vite comment dire, dans une loyauté totale au président. Donc ça, c'est à l'étranger, c'est quelque chose qui a mis du temps aussi à percoler dans les esprits des autres pays, ce qui est intéressant. Nous, je raconte ça dans le livre, mais moi j'ai un diplomate américain qui me dit Who the hell is Paul Soler? C'est qui bordel ce mec qui se pointe, qui a officiellement pas de titre ou conseiller spécial Libye sur le site de l'Élysée, mais qu'on voit, mais qui est aujourd'hui incontournable. Qui est aujourd'hui incontournable parce que le président en fait quelqu'un d'incontournable, mais effectivement demain vous avez tout un round de discussion entre Américains, Ukrainiens, Français, Britanniques, Allemands à Berlin pour Zelensky arrive lundi de mémoire et en gros pour discuter du potentiel plan de paix. Il en est. Et lui on va pas incarner justement par rapport aux diplomates du Quai d'Orsay, va pas incarner la diplomatie un peu visible, douce, multilatérale, on va dire des diplomates de métier qu'on peut voir plus publiquement. On va incarner au contraire la négociation sur c'est quoi les garanties de sécurité, la taille de l'armée ukrainienne, qu'est-ce que la France peut faire pour armer. Donc c'est la partie vraiment diplomatie sécurité. Vous parlez de ce côté des RH justement, on apprend tout ce qui se passe et vous dites d'ailleurs il y en a qui n'en ressortent pas vraiment entiers, si j'ose dire. Vous parlez de ceux qui se sont fait limoger, Bernard Hémier notamment, qui a été le deuxième directeur de la DGSE, resté le plus longtemps, et finalement remercié pour n'avoir pas vu venir les putschs à répétition au Sahel. Oui, ce qui est passionnant, c'est qu'Emmanuel Macron aime bien dire qu'il est un DRH darwinien et en réalité nous ce qu'on voit dans le renseignement au contraire non, c'est quelqu'un qui peut garder des gens que lui-même estime démonétisés ou n'écoute plus beaucoup. On nous a raconté les derniers conseils de défense avec certains comme Bernard Hémier ou d'autres où en fait le président ne les écoute même plus en réalité, et en fait les garde quand même des mois et des années. Bernard Hémier, effectivement, la première fois que le président veut s'en séparer, c'est automne 2021, et finalement il le fait en décembre 2023. Après effectivement au Sahel, des agents de la DGSE ont été encore une fois pris en otage ou arrêtés. Donc du coup, vous avez quelqu'un qui effectivement s'entiche de gens un peu soit hors cadre, soit des vieux chiraciens, des gens un peu bon ton qui aussi musclent au départ l'analyse, mais qui, quand il faut effectivement agir vite, réagir avec un monde dont la dislocation accélère, vont pas aux yeux du président, vont pas répondre à la demande. Oui. Mais d'ailleurs, ce qui est arrivé à Bernard Hémier de ne pas forcément voir ce qui se passe au Sahel, vous en parlez aussi dans le cadre du renseignement territorial. Par exemple, vous citez les événements Sainte-Soline ou les Gilets jaunes où les renseignements jouent un rôle, mais là aussi, il y a des couacs. Il y a des informations qui sont reçues, mais rien ne se passe. Oui, je ne mettrai pas l'exemple de Sahel et Sainte-Soline en parallèle, mais à Sainte-Soline, par exemple sur la question des écoterroristes, c'est assez passionnant. C'est-à-dire que c'est une demande qui vient du politique. Les services sont assez mal à l'aise, ne serait-ce qu'avec le terme. C'est des gens souvent qui ont travaillé sur les djihadistes, donc d'un coup des post-adolescents qui s'assiedent sur le périph', qui se retrouvent avec le même terme terroriste, ça leur fait quand même philosophiquement un peu bizarre. Mais ensuite, effectivement, vous avez une machine qui se grippe, mais je dirais que c'est pas que du fait du renseignement, c'est aussi le fait du macronisme en général. On se souvient des Gilets jaunes aussi. C'est un pouvoir qui va aussi se reposer, par exemple, sur du renseignement territorial, parce qu'en fait, il a assez peu de canaux
d'un truc de renseignement informel qui est très fort en politique, qui sont quand même tous les maires. Normalement, quand vous avez un parti au pouvoir, vous avez des élus sur tout le territoire, vous avez des petits maires, des moyens maires, des grands maires. Enfin, tout ça vous fait remonter un peu comme du café, par percolation. Ça vous fait remonter plein d'informations de l'état de l'opinion, de l'état du truc. Là, en fait, on demande aux services de renseignement territoriaux, donc les lointains successeurs des RG, de faire aussi de prendre le pouls de l'opinion comme en fait des maires l'auraient fait dans un parti hyper territorial, j'entends, comme le RPR de la grande époque, le PS, on serait capable de sentir les choses et tout. Là, c'est aux fonctionnaires de renseignement territorial en permanence alors ça amène à effectivement faire des monitoring, des surveillances des réseaux sociaux pour voir les sujets qui montent et autres. C'est des choses que vous auriez senties par un vieux parti politique complètement différemment. Michel Fayad. Mais François Hollande dit avoir tué des personnes dans son livre. Est-ce que c'est le cas d'Emmanuel Macron ? Oh là là, la question qui tue. Ah oui. Non, mais c'est une très bonne question. C'est le cas, oui. Elle était prévue au programme aussi. Et est-ce qu'ils ont le droit de tuer d'ailleurs ? Ça aussi, c'est prévu. Il y a un droit légal. Oui. Il y a effectivement des procédures illégales. C'est illégal sur le territoire français, dans le reste du monde, il y a un droit spécial qui est mis en place. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, François Hollande l'a dit lui-même, a mis globalement la France en porte-à-faux avec un nombre incommensurable de procédures à la Cour pénale internationale ou à la Cour internationale de justice pour ça. Et ce qui est intéressant, c'est que Emmanuel Macron s'est aussi construit en contre de ça, c'est-à-dire on va dire une parole un peu trop libre sur des sujets qui sont profondément stratégiques. Nous, quand on a écrit le livre, par exemple, justement, il voulait pas faire de lui-même de legacy, comme on dit, d'héritage des opérations secrètes. C'est pas du tout au président de verbaliser ce qu'il a pu faire d'illégal sur notre territoire et d'illégal à l'étranger. Donc ça, c'est une vraie question. Maintenant, dans ces opérations homo, comme on les appelle, c'est-à-dire effectivement de tuer des gens de manière extrajudiciaire, il y a aussi un mélange des genres dans la tête des gens. Parce qu'on peut tuer des gens dans le cadre d'opérations militaires. Par exemple, la coalition internationale contre Daesh est une opération militaire, donc ça peut être une frappe de drone et vous tuez un chef djihadiste. Mais ce n'est pas une opération homo en tant que telle, puisqu'elle est dans le cadre d'une action militaire légale dans le pays en question, avec une couverture juridique internationale assez forte. Donc c'est encore un autre process. Maintenant, de faire des opérations homo, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a encore des gens à la DGSE et dans les antennes de la DGSE qui sont chargés de ça, qui s'entraînent tous les jours pour le faire. Et les espions sont obligés de suivre les ordres du président ou c'est très encadré ? C'est très encadré. Il y a une loyauté au président en tant que République et chef des armées qui est quand même aujourd'hui non contestée. Et oui, donc c'est très encadré. Oui, donc bon, voilà, il faut pas faire ce qu'il veut. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que la loi de 2015 sur le renseignement, qui est une loi un peu fondatrice, prévoit justement un circuit de lanceurs d'alerte interne. C'est-à-dire que si des officiers de renseignement estiment que les ordres qui leur sont donnés ne sont pas compatibles ni avec le droit, ni avec les principes constitutionnels, ils peuvent le faire remonter à la direction juridique qui peut estimer qu'effectivement un ordre a été manifestement illégal. Bon, là, la question c'était des assassinats, mais ciblés éventuellement, mais il y a aussi, on sait que beaucoup de présidents, de candidats se sont servis parfois des renseignements à l'intérieur de la France pour leur intérêt personnel, peut-être politique. Est-ce que c'est le cas d'Emmanuel Macron, par exemple ? C'est un peu le cas justement sur les écoterroristes. Je pense qu'il y a une politisation d'une contestation sociale où les renseignements territoriaux ont été utilisés pour avoir un gain politique. Ça, c'est assez clair sur ce dossier-là. Ensuite, est-ce que des sujets, moi ce que je trouve intéressant dans la période, c'est plutôt que des sujets renseignements légitimes devraient se politiser. C'est-à-dire que, effectivement, l'attitude face à la Russie, qu'est-ce que veut vraiment la Russie ? On voit que c'est aujourd'hui des sujets qui deviennent politique à la fois dans le sens noble et à la fois dans le sens politicien. Donc oui, aujourd'hui vous avez des sujets. Ça ne veut pas dire que le renseignement est utilisé en tant que tel comme un outil de barbouzerie, mais c'est plus que ça devient un enjeu de la prochaine présidentielle notamment, comme ça l'a plus été depuis la guerre froide globalement. Non, je vous demande, mais je pense que ça fait 30 ans, 35 ans, 40 ans que les sujets internationaux, les sujets sécuritaires n'ont pas été à l'agenda d'une présidentielle. C'est un peu C'était déjà à l'agenda en 2022.
Oui, mais contraint et forcé, c'est-à-dire que ça n'a pas été un sujet de débat, ça avait été un sujet d'émotion, un blast médiatique. Exactement. Donc ça a été là en filigrane. Là aujourd'hui, ça va être 2027 va être sur les grands choix à faire pour le pays. C'est ça qui va être intéressant. Vous notez et vous reconnaissez à Emmanuel Macron d'avoir fait du renseignement une matière première et d'avoir redonné au renseignement des moyens conséquents. Pour autant, sur l'action internationale d'Emmanuel Macron, vous êtes beaucoup plus mitigé, notamment sur cette fin de deuxième mandature. Vous notez que le verbe est beau mais sans effet, et vous abondez avec, vous étayez ça de propos d'un certain nombre de personnalités étrangères qui viennent étayer finalement leur déception. Pour vous, où est-ce que Emmanuel Macron a échoué ? C'est très intéressant. C'est que je pense que il a le défaut de ses qualités sur la disruption, justement. C'est-à-dire qu'il a voulu faire beaucoup de choses en amont, mais à force de prendre à contre-pied ses propres administrations, à la fin, vous arrivez effectivement sur beaucoup de dossiers à en fait du surplace. C'est-à-dire que vous allez à gauche, vous prenez le contre-pied, vous allez à droite, puis vous retournez à gauche et tout. À la fin, vous avez juste à bouger. Donc je pense qu'il y a eu pas mal de dossiers comme ça où l'administration, que ce soit le renseignement, la défense, les affaires étrangères, ont besoin de temps long pour implémenter des stratégies. Alors par exemple sur l'Ukraine, on voit qu'au début, il ne faut pas humilier la Russie, donc personne ne bouge, aucun contrat de défense n'est passé pour soutenir l'Ukraine, tout ça reste bien. D'un coup, d'un seul, on devient les champions de la cause ukrainienne. Donc du coup là, vous avez l'administration qui se met en branle, et puis après, on va peut-être s'arrêter. Donc en fait, vous avez des stop and go un peu permanents qui minent l'action. Par exemple, sur un dossier où on parle rarement, mais l'Asie-Pacifique, ça va pareil. Il va y avoir une grande stratégie française pour revenir en Asie-Pacifique, puis en fait, on a un peu arrêté le truc, et puis en fait, la stratégie a mis 2 ans à être parue, puis tout ça ne bouge pas beaucoup à la fin, même si l'impulsion est là au départ. Pierre Gastineau, le temps file malheureusement. Il y a aussi une grande question qui l'a beaucoup poussé, c'est l'espionnage économique. Vous parlez d'ailleurs de cette mini situation room à Bercy, la salle blanche, à l'époque de son ministère de l'économie. Les dossiers sensibles étaient traités là-bas, notamment la vente des turbines d'Alstom à General Electric. D'ailleurs, à ce propos, plusieurs personnes que vous côtoyez à Bercy dépeignent Emmanuel Macron comme un homme sensibilisé au renseignement, mais manque de colonne vertébrale. Il avait bien compris les dégâts de l'espionnage économique sur nos entreprises, mais cela n'avait pas empêché de soutenir, par exemple, la privatisation de l'aéroport de Toulouse et son rachat par un groupe chinois. Très intéressant ce passage. Oui, sur complètement. C'est aussi que les arsenaux légaux étaient encore très légers à l'époque, et que c'était une menace qui avait du mal aussi à percoler dans l'opinion, dans le monde politique. C'est-à-dire que même si vous prenez conscience assez tôt que on va dire une guerre, j'aime pas trop le terme, mais une guerre économique se joue entre les grands blocs économiques mondiaux, vous avez au départ peu de gens qui vous croient, et ensuite vous avez on vient sur les administrations lors de réagir, mais vous avez toute une évangélisation à faire, par exemple, où c'est connu que la DG Trésor était beaucoup plus libérale, laisser faire, laisser passer que d'autres administrations, donc c'était compliqué aussi à leur faire bouger sur ces points-là. Et aujourd'hui, on voit aussi que ce phénomène s'inverse, c'est-à-dire que maintenant, dès qu'une boîte est maintenant en difficulté, on va agiter la souveraineté pour essayer de faire rentrer de l'argent public dedans via des bonnes agences de com qui arrivent à vous faire croire que c'est un fleuron. Toute entreprise rachetée par un Américain ou un Chinois n'est pas un fleuron non plus. Donc vous avez aussi des arbitrages assez complexes à faire, et tout le monde peut dire « Ah mais regardez, dans mon chiffre d'affaires, j'ai 3% avec la défense ». Oui, ça fait pas de vous un fleuron. Pierre Gastineau, Les espions du président aux éditions Albin Michel. C'est dommage, on avait encore plein de questions. Pardon Michel Fayard, je peux rester, moi, si vous voulez. Mais on a beaucoup de thèmes, mais c'est vrai que c'est passionnant, ces affaires d'espions, ça fascine beaucoup de monde, et pas seulement Emmanuel Macron. Merci beaucoup à vous, Pierre Gastineau. Merci à vous. 20h31 sur Europe.